pas en fait en arabe, français, anglais, il y a des affaires. Voilà, ça reste français. D'accord. Je m'appelle Elie Boukouchi. Je suis formateur technique sur l'entreprise d'aide. On fait tout ce qui est formation, data center, serveur, système d'exploitation enterprise, tout ce qui est en relation avec le monde enterprise. En fait, lorsqu'on parle du monde IT, il y a deux différents mondes. En fait, il y a le monde client, tout ce qui est laptop, tout ce qui est tablette, tout ce qui est téléphone mobile. Et on parle de la partie enterprise, tout ce qui est serveur, tout ce qui est stockage et tout ce qui est networking. Déjà, en fait, je vous remercie de votre présence et je vous remercie pour votre invitation. Moi, en fait, je suis présent ici pas en tant que formateur d'aide, mais j'anime en fait une page Facebook et une chaîne YouTube sur les technologies de la virtualisation. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on m'a invité ici par le biais de Joël, qui est présent avec nous aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, comme le titre en fait l'indique, 3 mots. Déjà, en fait, excusez-moi parce que les slides sont en anglais. Cette présentation, en fait, je l'avais déjà utilisée une fois en Europe, et c'était pour des personnes en fait anglophones. Du coup, toutes les slides vont être en anglais, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, là, je suis là, je peux vous traduire. Et déjà, en fait, c'est un conseil pour vous. Si vous voulez, en fait, attaquer le monde d'IT et le monde de la technologie en général, il ne faut pas trop compter sur le français parce que c'est une langue qui, malheureusement, ne peut pas vous donner accès à beaucoup d'informations en la comparant avec l'anglais qui est la langue en fait universelle pour tout ce qui est technologie. Ça marche? Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez des questions, des remarques, quelque chose ou bien est-ce que vous voulez voir quelque chose, en fait, si je peux avoir quelques expectations, si vous voulez savoir en fait réellement, parce que là, c'est une présentation, mais on peut l'adapter en fait dépendamment des besoins. Déjà, en fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui travaille déjà avec la virtualisation, juste pour voir en fait le niveau du groupe en général? Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent déjà sur la virtualisation? Si oui, on peut... Non? Est-ce que la virtualisation en tant que technologie, vous l'étudiez ici dans votre établissement? Non. D'accord. Je considère que vous ne connaissez rien sur la virtualisation. Ça marche. Bah, dans ce cas-là, on va parler un petit peu du basique. Parce que là, il y a pas mal de choses sur les slides que vous n'allez pas comprendre, mais ce n'est pas notre problème. Le but, c'est de comprendre en fait le principe, comment cela fonctionne. On ne va pas entrer dans le détail. C'est pour ça que je l'ai appelé introduction, ça veut dire introduction. C'est tout simplement, on va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la virtualisation et comment on peut l'utiliser dans une entreprise. D'accord? Parce que la virtualisation, c'est quelque chose qui, en fait, donne beaucoup d'avantages pour les entreprises et c'est quelque chose qui est devenu, en fait, primordial dans toute entreprise. Ça marche? Alors, on a dit, c'est Server Virtualization Introduction, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un serveur, qu'est-ce que ça veut dire de la virtualisation, et comme je dis, on ne va pas trop entrer dans le détail. Alors voilà, notre objectif aujourd'hui, comme je dis, c'est expliquer qu'est-ce que ça veut dire en fait la virtualisation à un serveur et comment on peut l'utiliser dans une entreprise. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a aussi deux méthodes d'avoir la virtualisation. En fait, on peut utiliser la virtualisation chez soi pour un environnement lab. Et ça, c'est en fait des techniques qu'on utilise. Et on peut utiliser la virtualisation dans un monde réel, dans une entreprise qui nécessite en fait d'autres tools, d'autres utilitaires, d'autres applications et en fait d'autres connaissances. On va voir tout ça dans la présentation. Si vous avez une question, n'attendez pas en fait la fin, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire un serveur, la virtualisation, qu'est-ce que ça veut dire un hyperviseur, qu'est-ce que ça veut dire une virtuelle machine, une machine virtuelle en français. C'est quoi le stockage sur la virtualisation?
le networking sur la virtualisation. On va voir en fait quelques services distribués VMware et on va vous lancer une introduction à ce qu'on appelle le SDDC, qui est le Software Defined Data Center. Alors, c'est quoi un serveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre à cette question dans la salle? Vu qu'on n'est pas très nombreux, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire un serveur? Vous avez déjà entendu en fait le terme serveur, sûrement. Oui? Quand on fait installer un Windows Server sur la machine qui a une plateforme confortable. Oui. D'accord, oui. C'est une partie de la réponse, oui. Quelqu'un d'autre? Non? Oui? Généralement, ils disent que en fait, c'est un puissant ordinateur. Un puissant ordinateur, oui. Qui travaille sans arrêt. Qui travaille sans arrêt? Bah oui, en fait, aussi partiellement. Effectivement, en fait, oui. C'est un équipage qui représente un ensemble des services. Oui, tu complètes en fait la réponse de votre collègue. Effectivement, en fait, lorsqu'on parle du serveur, on parle de deux concepts différents. Un serveur, c'est, comme on dit en anglais, computing machine. C'est un ordinateur, c'est un computer. D'accord? Mais on peut l'appeler effectivement un supercomputer ou bien un ordinateur super puissant. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on prend un serveur standard, généralement on a dans un ordinateur, on peut avoir un disque dur ou bien deux disques durs. On peut avoir un CPU, on peut avoir 4-8 Go de RAM. Généralement, c'est la configuration standard sur cet ordinateur. D'accord? Mais lorsqu'on parle d'un serveur, on ne va pas parler d'un ou bien deux disques durs, on va parler de 4, 5, 8 disques durs. D'accord? On ne va pas parler d'un CPU, on va parler de 2, 4 CPU. On ne va pas parler de 4 Go de RAM, mais on va parler de 1000 Go de RAM. D'accord? On va parler en fait, normalement, c'est une machine très très puissante. Ça, c'est le premier concept en fait, qui explique qu'est-ce que ça veut dire un serveur. Ça marche? Alors, voilà. Ça, en fait, c'est un serveur Dell. Ça a un PowerEdge R620. On voit en fait, bien sûr, la forme est un petit peu différente. On voit le nombre de disques durs qu'on a ici. Hein? C'est aux alentours de 8 disques durs. On a deux blocs d'alimentation à l'arrière. On a 4 ports de carte réseau. Ce sont des disques durs hot plug, c'est-à-dire qu'on peut débrancher et brancher à chaud. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'un disque dur tombe en panne, on n'a pas besoin d'arrêter la production. Ce qu'a dit votre collègue, c'est que le serveur, il est primordial qu'il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce qu'il y a des services à l'intérieur. On trouve aussi des cartes SD à l'intérieur de ce serveur. Généralement, un serveur, c'est un ordinateur, mais il y a quelques différences en termes de performance. Pourquoi? Parce que le serveur, il est fait pour faire tourner des applications critiques. D'accord? Très critiques pour l'entreprise. On a vu, en fait, ça c'est le nombre de ports. Réseau, on a 4. Généralement, sur un ordinateur standard, on va trouver un seul ou bien 2 ports. D'accord? Pourquoi? Parce que le network, elle est très très important pour le serveur et notamment pour la virtualisation. Alors ça c'est le PowerEdge R620, on a plusieurs, on trouve des serveurs qui sont sous forme de tours, on retrouve des serveurs qu'on appelle des blades. Malheureusement c'est pas le sujet en fait d'aujourd'hui, mais vous pouvez en fait chercher sur internet les différents types de serveurs qu'on trouve sur le marché. Ça marche? Et ces serveurs ils existent bien au Maroc, hein. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a des clients qui ont des serveurs très puissants. Alors, le deuxième concept du serveur, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un service provider. C'est tout simplement c'est une machine qui propose des services pour les utilisateurs. Dans une petite entreprise, généralement, on trouve plusieurs serveurs. L'architecture standard pour une entreprise, il faut y avoir plusieurs serveurs. Et chaque serveur, il fournit un ou plusieurs services. Je donne un exemple. Dans une entreprise, maintenant, actuellement, le service email devient un service très très important. C'est-à-dire maintenant on fait des facturations par email, on fait des réclamations par email, on crée des utilisateurs par email. Alors l'email c'est quelque chose de très très important. Pour fournir l'email à une entreprise, tout simplement, on va dédier un serveur pour nous donner ce service-là. Ça marche?
Pareil, on peut avoir Active Directory pour la gestion des ressources, pour l'impression par exemple. Sûrement vous avez le service d'impression ici. Bah, il y aura un serveur dédié pour gérer l'impression. Alors, le serveur, c'est un service provider. Lorsqu'on a un service à fournir, généralement, on dédie un serveur pour faire cela. Alors, ce qu'on va trouver, c'est que tout simplement, comme j'ai dit dans une entreprise, on a plusieurs serveurs. Chaque serveur nous donne un service. Par exemple, on va prendre ce serveur-là qui nous donne, en fait, ce signe-là veut dire, en fait, le stockage. On va donner un service qui aura plusieurs disques durs, et ces disques durs, on va les partager. On va donner accès à tous les utilisateurs pour mettre les données dans ce stockage. Et dans ce cas-là, le serveur, le travail du serveur dans ce cas-là, c'est fournir un accès pour un stockage partagé. Je peux mettre un fichier Excel que toute l'entreprise ait accès à ce fichier-là. Ça marche? On peut avoir un deuxième serveur, par exemple, pour l'email. Je l'ai déjà expliqué. On peut avoir un autre serveur pour une application. Par exemple, une entreprise qui fait en fait la commercialisation d'un produit, il y aura une application de facturation. D'accord? Alors là, on va dédier un serveur avec des performances, certaines ressources qui répondent aux besoins de cette application, on va dédier un serveur. Et là, c'est, comme je dis, en fait, c'est l'aspect, ou bien c'est le deuxième concept serveur qui est Service Provider. Ça marche? Est-ce que c'est clair? Alors, on a les serveurs, bien sûr, ils fournissent ces services pour les utilisateurs. Et ces utilisateurs, ils sont généralement connectés à ces serveurs via le network, via le réseau. Switch, router, dépendamment de la configuration de l'entreprise. Alors ça c'est le serveur, mais réellement on va accéder dans le détail pour une entreprise, on va trouver quelque chose comme ça. C'est plusieurs serveurs, chaque serveur a un OS. Un OS c'est le système d'exploitation qui est nécessaire pour faire tourner le matériel. Et sur le OS on va installer notre application qui fournit en fait le service. Alors on trouve plusieurs serveurs. Les serveurs ils sont connectés via un réseau pour les utilisateurs et on trouve plusieurs autres réseaux. Notamment on va trouver l'accès au stockage. Soit ça on parle du SAN et ça on parle aussi de technologies en fait pour accéder au stockage. Ça, si vous ne comprenez pas ça, c'est pas un problème parce que c'est pas le sujet, mais c'est juste pour expliquer en fait comment il est l'architecture d'une entreprise. C'est qu'on a les serveurs. Sur chaque serveur, on a un système d'exploitation et une application. D'accord? L'application a besoin d'un partage, et ce partage, en fait, on le trouve sur des bases de données qui sont tout simplement des baies de stockage qu'on ne va pas en parler, parce qu'on ne va pas vous laisser concentrer sur le sujet. Alors, ça, c'est le serveur. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire un serveur? Oui? Là, on parle pourquoi on a besoin de faire la virtualisation. On a des serveurs qui nous fournissent ces services. Pourquoi les virtualiser? Alors, une des raisons pourquoi on doit faire la virtualisation, il y a une étude en fait faite par IDC, c'est tout simplement un organisme qui fait en fait des statistiques sur le développement du monde IT dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit en fait? Ces serveurs, généralement, on les trouve dans ce qu'on appelle des data centers. D'accord? On prend plusieurs serveurs, on va les grouper comme le R620 dans des racks. Rack, c'est tout simplement un équipement qui regroupe plusieurs serveurs. Et ces serveurs, ils sont interconnectés via le réseau. Et il y a tout simplement le stockage à l'intérieur. Et ça, en fait, ça nous fait un data center. Il y a plusieurs data centers. Le plus connu et le fameux au monde, c'est le data center de Google. Vous pouvez en fait lancer la recherche sur YouTube et vous allez voir en fait comment elle est. Ce data center, c'est vraiment géant et vous allez comprendre en fait les technologies data center. Alors pourquoi virtualiser un serveur? Tout simplement c'est pour l'argent. Tu comptes en fait pour un chef d'entreprise pour introduire un service dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Je vais investir dans quelle technologie, mais qu'est-ce que je vais gagner derrière? D'accord? Alors, pourquoi? Tout simplement, l'étude dit que durant les 10 dernières années, la demande pour accéder au serveur a été multipliée par 4. Ça veut dire qu'on a besoin de plus en plus de serveurs. Et on a expliqué que le serveur, c'est très puissant. Ça vous donne une idée en fait sur le prix que ça doit en fait
coûter à l'entreprise d'acheter un serveur. Ce n'est pas évident pour une entreprise d'acheter un serveur. Ça marche? Alors, le data center, où on va mettre les serveurs, ce qu'il faut noter, c'est que ça coûte pour une entreprise $1000 à peu près sur ce qu'on appelle le square foot. Square foot, c'est tout simplement, c'est un square foot égal à 0,09 mètres. Qui veut dire que 1 mètre égale à 10, voire plus, square foot. Qui veut dire que, tout simplement, si on prend ce calcul-là, 1 mètre carré va, dans un data center, va coûter à une entreprise à peu près $10 000. Ça veut dire que pour créer un data center pour un serveur, là, l'emplacement que je crée ici, ça va coûter à l'entreprise réellement $10 000. Parce que, voilà, 100 000 dirhams. Il y a 100 000. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, la construction des data centers, ce n'est pas un bâtiment standard comme cette salle, mais en fait, il doit répondre à plusieurs normes, sécurité et pas mal d'autres choses. Ce qui veut dire que on parle de beaucoup d'argent. Hein, et pour une entreprise, c'est très intéressant en fait d'introduire ces solutions. Alors, parmi les challenges pour l'entreprise, c'est que chaque dollar qu'on paye dans ce serveur, on va payer en contrepartie 8 autres dollars pour operating cost. Je dois avoir un technicien, je dois avoir un ingénieur, je dois avoir un service de vente, je dois avoir une garantie. Tout ça en fait c'est pour fournir en fait l'accès à cette machine très importante pour l'entreprise. Ce qui veut dire que la maintenance du serveur et l'endroit où je vais mettre le serveur coûte des fois plus cher que le serveur en lui-même. Ça marche? Alors, power cooling, ce qu'il faut noter, par exemple, pour les serveurs, ils chauffent beaucoup. Pourquoi? On a plusieurs disques durs, ça génère en fait de travail, ça génère de la chaleur. On a plusieurs CPU, ça génère de la chaleur. On a plusieurs barres de mémoire, on peut trouver jusqu'à 24, 32 barres de mémoire, dépendamment de la configuration serveur, ça va générer de la chaleur. Alors ça, tout simplement, qui veut dire que dans cette salle, si je mets beaucoup de serveurs, après quelques temps, ça va vraiment surchauffer. Qui veut dire qu'il faut investir dans tout ce qui est climatisation. Il est interdit, nous, en tant que support d'aide, lorsqu'un client nous appelle dans un serveur qui n'est pas dans une salle climatisée, dans l'environnement où il doit être, de fournir un support. Parce que le serveur, il a des conditions à climat. Voilà. Ce qui veut dire que, tout simplement, chaque dollar qu'on paye dans le cooling, c'est la climatisation, l'aération de ce serveur, ça va coûter à l'entreprise à peu près $1,8 dans le cooling, power and cooling pour ce serveur. On a dit que, et on a vu sur les masses, que le serveur, on n'a pas un bloc d'alimentation, on a 2 blocs d'alimentation. Pourquoi, à votre avis, on a 2 blocs d'alimentation et pas un seul? C'est la pompe en salle. Exactement. C'est une machine très critique. Alors là, il faut que ça tourne. Même s'il y a un problème technique, il faut que ça tourne absolument. Alors, qui veut dire qu'on a 2 blocs d'alimentation. Ça veut dire que ça peut consommer beaucoup plus qu'un simple ordinateur. Et du coup, ça va coûter aussi plus d'argent. Et là, le dernier, en fait, c'est added complexity. C'est tout simplement, on a besoin de plus en fait, des techniciens spécialisés pour faire la gestion et la maintenance pour ce serveur. Ça vous donne en fait une idée sur l'environnement d'un serveur et comment ça va être difficile pour une entreprise d'investir dans un serveur parce que c'est pas que le matériel, c'est tout un ensemble en fait des ressources qu'il faut en fait donner à ce serveur. Est-ce que c'est clair? Alors on avance. Là en fait la virtualisation vient effectivement pour répondre à ce besoin, limiter le nombre des serveurs dans une entreprise. Ça marche? Parce que les statistiques disent en fait que on investit dans un serveur, on investit beaucoup dans un serveur, mais en termes d'utilisation, il ne va pas dépasser les 8 à 20%. Ça veut dire que j'achète en fait un serveur avec 1 Tera de RAM, qui est normalement 1000 Go de RAM, mais réellement, si on fait en fait des statistiques sur l'utilisation, le serveur ne va pas dépasser en fait les 100 Go ou 200 Go sur les 8 Go de RAM. Ce qui veut dire qu'on a tout de même 700 Go de RAM qui existent sur le serveur mais qui n'est pas utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire pour un boss? C'est
une perte d'argent. C'est une perte d'argent. Si on prend en fait 4-5 serveurs comme ça, on va se retrouver avec beaucoup d'argent perdu. Alors là, il faudra trouver une solution, un autre moyen pour tout simplement utiliser ce matériel-là d'une manière beaucoup plus efficiente, plus efficace. Ça marche? Alors, comment? On a dit que dans un serveur, on a un OS, un système d'exploitation pour faire tourner le matériel, et on a l'application qui fournit en fait le service. Ce qu'on va faire avec la virtualisation, tout simplement, on va éliminer 2 serveurs à la place de 3. Comme exemple, ça peut être 4, 5, 8 ou 10, dépendamment de la configuration. Ça marche? Alors, il va nous rester l'OS et son application, pardon. Alors, l'OS et son application, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, avant d'arriver à ça, on va supprimer en fait ça sur le serveur. Et on va installer à la place ce qu'on appelle un hypervisor ou bien un hypervisor. Tout simplement, c'est un soft qui va me permettre en fait d'utiliser la virtualisation sur le serveur. Alors, on va parler en détail sur l'hypervisor. D'accord? Ce qu'on va faire, les 2 autres serveurs, qu'est-ce que je vais faire avec? Bah, tout simplement, ils vont devenir des machines virtuelles. Et ces machines virtuelles, ils vont tourner sur sur mon serveur. Ce qui veut dire que je vais transformer ces serveurs physiques en des machines virtuelles qui vont tourner sur mon serveur physique. Et là, à la place d'utiliser plusieurs serveurs, je vais utiliser que quelques serveurs. Et là, je suis sûr que je vais atteindre les 80-90% de mes ressources réelles sur mon serveur. Ça marche? Là, on commence à comprendre en fait comment la virtualisation permet en fait de gérer mes ressources matérielles d'une façon plus efficace et beaucoup plus intelligente. C'est bon? On avance? Alors, ça c'est en gros, mais la virtualisation en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, c'est beaucoup de paramétrage, mais en fait, en gros, c'est ça en fait. En gros, c'est ça. C'est tout simplement transformer plusieurs serveurs physiques, ordinateurs physiques, en des machines virtuelles qui vont tourner sur le même serveur par le biais d'un hyperviseur. Alors, c'est quoi un hyperviseur? On a dit l'hyperviseur, c'est le soft qui nous permet d'utiliser la virtualisation. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 2 types d'hyperviseurs. Il y a l'hyperviseur type 1, l'hyperviseur type 2. On va commencer avec l'hyperviseur type 2 qui est le plus facile et que vous pouvez utiliser chez vous pour démarrer en fait votre projet en virtualisation. Alors, hyperviseur type 2, c'est tout simplement ça, c'est l'architecture. C'est qu'on a notre serveur ou bien ordinateur qui représente ce qu'on appelle en anglais hardware, c'est la partie matérielle, c'est les ressources physiques. Hardware, c'est tout simplement mon processeur, mon disque dur, mes cartes PCIe, cartes graphiques. Tout ça, ça représente en fait des ressources physiques. Ces ressources physiques, c'est matériel, hardware. Hein? Et sur le matériel, on installe notre système d'exploitation qui doit être un Windows 8 ou un Windows Server 2012, dépendamment de la configuration. Et là, après, on installe notre application. Tout simplement, pour faire très simple, pour vous expliquer en fait l'hyperviseur type 2, c'est un ordinateur ou bien un serveur. Il y a un système d'exploitation déjà installé, et j'ai installé dessus un hyperviseur. Ça marche? Alors, des types d'hyperviseurs, des exemples d'hyperviseurs type 2. Est-ce que quelqu'un connaît un hyperviseur type 2? Non? Alors, il y a le VMware Workstation. Ça marche? Alors, VMware Workstation, c'est tout simplement une application. On peut l'installer même, je l'ai déjà sur cette machine. Tu peux tout simplement télécharger, installer sur ton ordinateur et ça va te donner la main sur ton propre ordinateur d'utiliser en fait pour créer des machines virtuelles. D'accord? Il y a une autre solution qui est VirtualBox. Ça peut être intéressant pour vous parce que cette solution elle est gratuite, open source. Vous pouvez en fait l'utiliser pour créer. Voilà, d'accord, super. Sinon, il y a l'ancienne version virtuelle PC, c'est une solution Microsoft, mais là maintenant Microsoft est pas plus de l'hyper-V. Alors, toutes ces applications, ce sont des hyperviseurs. Mais c'est pas ça que vous allez trouver en fait dans le monde du travail. Ça, c'est pour vous à utiliser chez vous pour des labs. D'accord? Mais réellement, en fait, sur le marché du travail, on va trouver un hyperviseur type 1. Pourquoi? Tout simplement parce que cette solution n'est pas très performante.
Alors, on prend l'exemple d'un ordinateur comme celui-là qui est équipé de 8 Go de RAM. D'accord? Alors, j'ai 8 Go de RAM, je vais installer mon système d'exploitation qui est Windows 8. Ça va prendre 2-3 Go de RAM. D'accord? Je vais installer mon application qui est VMware Workstation, ça va prendre 1 Go de RAM. Ça va me laisser combien? En fait, c'est 4 Go de RAM. Ça va me laisser pour les machines virtuelles 4 Go de RAM. À votre avis, combien de machines virtuelles je peux créer avec 4 Go de RAM? Ça peut être 2, 3. Qui veut dire que cette solution, c'est dédié pour quelques machines virtuelles. Et en plus, c'est pas très performant, parce que 50% de mes ressources, ils sont déjà à ce niveau. Ils sont utilisés par le système d'exploitation et l'application. Le plus important pour moi, c'est la machine virtuelle elle-même qui n'a pas accès à ces ressources. Ça marche? Alors, si on passe à l'hyperviseur type 1, on voit qu'il y a une couche de moins. Quelle est la couche de moins? C'est Operating System, c'est le système d'exploitation. Le système d'exploitation, en fait, là, il est joué par le rôle de l'hyperviseur. L'hyperviseur, il joue une application pour la virtualisation et en même temps, c'est un mini système d'exploitation. Pourquoi mini système d'exploitation? On parle ici de Windows 8 ou bien Windows 2012. L'hyperviseur, en lui-même, il n'y a pas d'interface graphique. On n'a pas besoin d'un disque dur pour l'installer, on peut l'installer sur une carte SD. En termes de ressources matérielles, mémoire, CPU, disque, en fait, il ne nécessite pas beaucoup de ressources. Ce qui veut dire que là, si mes 8 Go de RAM, je suis sûr que les machines virtuelles vont utiliser presque 8 Go. Parce que l'hyperviseur n'est pas très. Il ne demande pas assez de ressources. Alors, des exemples de hyperviseur type 1. VMware ES60. Et notre présentation, notre formation pour aujourd'hui, en fait, il va plus être là sur VMware. Pourquoi VMware? Parce que c'est la première solution au monde de la virtualisation. D'accord? Et là, il vaut mieux tout simplement attaquer et apprendre quelque chose qui est leader. Ça marche? Deuxième lieu, ça vient Microsoft Hyper-V. Ça, c'est un hyperviseur type 1. D'accord? Et c'est le premier concurrent de VMware sur le marché. Et il vient aussi pour rattraper VMware parce que VMware reste quand même un petit peu cher par rapport à Microsoft Hyper-V. Et en troisième lieu, il y a le Zen Server. C'est un hyperviseur aussi. Et les trois, en fait, ce sont les plus connus sur le marché. Il y en a des dizaines. Il y a d'autres hyperviseurs qui sont totalement gratuits, il y a des hyperviseurs qui sont payants, il y a des hyperviseurs qui sont open source. Tout simplement, c'est différents types en fait d'hyperviseurs. Mais dans tous les cas, là, ce sont les trois premiers, les plus intéressants sur le marché que vous devez savoir, connaître, pour dire que je sais quelque chose sur la virtualisation. Alors, ça, c'est les types d'hyperviseurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Alors, si on arrive à comprendre c'est quoi les deux types d'hyperviseurs, on va parler de VM, Virtual Machine, bien une machine virtuelle. Alors, la machine virtuelle, c'est tout simplement le serveur qu'on avait déjà vu. Hein? Alors, ça, en fait, c'est la machine virtuelle, c'est un système d'exploitation et une application, et bien sûr, il y a des ressources physiques, qui est CPU, Network Adapter, qui est la carte réseau, des disques durs, contrôleurs et des ports serrés. En fait, une VM, c'est un ordinateur comme les autres ordinateurs, mais tout simplement, c'est un ordinateur logique. D'accord? Alors, les composants qu'on a sur cet ordinateur, ce sont des composants émulés. Ça veut dire, émulés, c'est tout simplement des composants imaginés, ils sont pareils. Je vous donne un exemple. Si on prend ce serveur. On a le serveur qui est la hardware layer, on a dit c'est le matériel physique. On va prendre l'exemple de la carte réseau. On va supposer que la carte réseau dans ce serveur, c'est une carte Broadcom. D'accord? Je vais installer mon hyperviseur et je vais créer ma machine virtuelle. La machine virtuelle elle va aussi être équipée d'une carte réseau. À votre avis, la carte réseau sur cette machine virtuelle, est-ce que ça va être Broadcom ou bien un autre modèle? C'est un différent modèle, oui, parce que cette carte-là, elle est imaginée, elle est créée par l'hyperviseur. Ça marche? Ce qui veut dire que la carte émulée est